Moi, pourquoi j'ai accepté la décision de quitter la Syrie? Parce qu'en fait, j'avais deux choix. Soit mourir, soit rester vivant. Et donc, je choisis la vie. Lui, c'est Rudy Osman, cofondateur de l'Union des étudiants exilés. Il nous en parlera mieux, mais en gros, son travail, c'est d'accompagner les personnes exilées à accéder aux études supérieures. Dans ce nouvel épisode, on va parler immigration, parce que c'est un sujet qui déchaîne les passions politiques partout en Europe, surtout à droite et à l'extrême droite, et qui va revenir dans la campagne pour les élections européennes du 9 juin prochain. Alors, est-ce que, comme le disent certains, c'est facile d'être en situation d'asile en Europe? Quel impact ont les politiques migratoires sur la vie de milliers de personnes? Et comment les associations accompagnent-elles les personnes les plus fragiles? Avec ma collègue Alice, on a beaucoup de questions à poser à notre invité. Moi, c'est Camille, bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter. Bonjour Rudy, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Au sein de l'Union des étudiants exilés, l'UEE, tu aides des personnes étrangères avec tout type de parcours migratoire à reprendre leurs études ou à commencer leurs études en France. Et du coup, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous dises comment, au sein de l'Union des étudiants exilés, vous définissez le fait d'être exilé. Donc, au sein de l'Union des étudiants exilés, on dit une personne exilée, c'est celui qui a quitté son pays, qui ne veut pas, ne peut pas rentrer chez lui et qui a envie de reprendre ses études supérieures ici en France. C'est la définition qu'on a choisie pour définir un étudiant exilé. Qu'est-ce que ça veut dire une personne exilée? Déjà, c'est un humain, pour moi. Aujourd'hui, en France, quand on parle d'une personne exilée, on parle de la criminalisation, on parle de la délinquance, on parle de ceux qui veulent venir et voler les emplois français. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas ça. La majorité de personnes exilées comme moi, qui ont lutté dans leur pays d'avoir un pays démocrate et qui se trouvent soit dans prison, soit torturés, soit forcés de quitter leur pays parce que leur pays est devenu un espace pas du tout sécurisé pour eux. Donc, pour moi, tout ça, c'est l'exil. Donc, c'est l'ambition aussi, c'est la volonté de créer une nouvelle vie et d'avancer économiquement, socialement et politiquement dans un nouveau pays qui va le recevoir et le faire inclure dans la culture, dans la vie. Justement, pour rebondir, toi, tu as eu un parcours migratoire. Est-ce que tu serais d'accord de nous en parler un peu et de nous expliquer d'où tu viens et comment tu es arrivé ici en France? Moi, je suis syrien donc, et je suis réfugié politique ici en France. Ça fait exactement 10 ans et quelques mois. Okay. Et donc, comment je suis arrivé ici? Parce que, en fait, c'était pendant le printemps arabe, le fameux printemps arabe qui nous a déçus tout après. Mais c'était la révolution syrienne. Donc, moi, j'étais journaliste et activiste dans la révolution syrienne. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 23 ans, 24 ans. Donc, c'était la révolution. J'étais étudiant aussi en 4e année en droit. Et c'était, en fait, moi, la première fois que j'étais prisonnier, j'avais 17 ans. Et parce que j'étais en train de manifester pour avoir un pays démocrate devant le Parlement syrien. Et ça les a pas pu... Ils n'acceptaient pas. Donc, on était tous arrêtés. Et moi, là, j'étais torturé pendant 2 mois à 17 ans. Et quand la révolution elle a commencé, vu que moi j'étais journaliste, donc j'étais arrêté plusieurs fois. La dernière fois j'étais arrêté, ils m'ont dit clairement qu'il n'y aura pas la prochaine fois une arrestation, mais on va te tuer. Et donc il y avait une menace directe, malgré le fait que en fait, moi je suis resté 6 mois, 4 mois, 3 mois, et chaque fois que j'étais arrêté. Donc, et là, c'était vraiment avec les amis et la famille et tout ça, c'est la décision, soit je vais mourir, soit je dois quitter le pays. Donc le plan, c'était de quitter le pays pour quelques mois et annoncer que oui, je suis plus en Syrie et rentrer discrètement aussi en Syrie et travailler encore pour la révolution et tout ça. Donc juste, c'était pour dire, moi j'ai quitté. Donc je suis arrivé en Jordanie.
clandestinement aussi parce que je ne pouvais pas passer les checkpoints et les frontières normales et tout. Donc, je suis arrivé en camp des réfugiés et moi, j'étais complètement choqué de la situation, qu'est-ce qui se passe là-bas et à quel point les conditions de vie des Syriens, des réfugiés syriens en Jordanie, c'était horrible. Donc, je prends mon portable et je commence à filmer. Je commençais à filmer la situation dans le camp et vu que moi j'étais journaliste, donc avec Reuters et les autres, ils publiaient directement tout ce que je les ai envoyés et là il y avait tous les médias qui ont pris les vidéos et ça a créé un scandale. Les services secrets jordaniens, en fait, ils étaient assez dérangés par le fait que qui a publié et tout ça, donc ça les dérangeait beaucoup et ils m'ont demandé de quitter la Jordanie. Oui, ils m'ont renvoyé en Syrie dans 10 jours. Là, quand je suis parti, il y avait le Reporters sans frontières, l'ambassade française et tout ça qui m'ont contacté directement, qui m'ont dit bah, il faut que tu quittes la Jordanie et tu dois aller en France. On t'a proposé la France tout de suite? C'est ça. Dans les 3 prochains jours, en fait, je passais la frontière, j'ai pris l'avion et j'étais à Paris, à Charles de Gaulle, avec un sac à dos, 2 livres et 20 euros. C'était l'argent que je l'ai échangé en euros que j'avais. Et je suis arrivé en France comme ça, Et toute ta famille était encore en en Syrie. Syrie. Bah, à cette époque-là, il y avait mon père qui était en prison et mon petit frère aussi. L'ambassade française t'a proposé d'arriver en France, mais une fois que t'es arrivé, il n'y avait aucune aide en fait. Il n'y avait rien du tout. Il y avait un policier qui est venu me chercher dans l'avion, qui m'avait présenté. Il m'a dit bah, bonjour, monsieur Haussmann. Je dis bonjour. Euh, je parlais pas français, bien sûr. Et après, il m'a dit bah, voilà, il m'a ramené jusqu'à le port. Il m'a dit bah, c'est bon, bienvenue en France. J'ai dit c'est bon, c'est fini. Il dit oui, bah, bienvenue en France. Et je dis bah, Débrouillez-vous. merci. Donc, je suis arrivé. C'était comme ça. Malheureusement, en fait, la France, jusqu'à aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise migratoire, mais en réalité, il y a une crise d'accueil. Il y a pas une vraie politique d'accueil, ni des personnes exilées qui arrivent via des voies légales, ou les personnes qui arrivent via des voies illégales. Donc, le problème, c'est là, en fait. Il y a une vraie crise d'accueil, mais pas une vraie crise de migration. Toi, cet accueil, est-ce que tu as trouvé des structures, une fois arrivé, qui pouvaient t'aider dans tes démarches? Euh, Déjà, les structures, les assistants sociaux, ils ne parlaient pas beaucoup anglais et pas d'arabe, pas kurde aussi. Donc, il y avait quasiment pas. Et chaque fois que j'essaye, la seule réponse était Sorry, I don't speak English. C'était toujours comme ça. Et après, en fait, quand je commençais à parler le français, bah, j'ai appris le français dans la rue et tout. Et j'ai eu une bourse aussi pour apprendre le français. Mais à cette époque-là, de la bourse, c'était toujours la Syrie. Donc moi, je vais rentrer en Syrie demain. Je veux pas parler le français, je vais pas Toi, aimer. tu veux dire que tu étais dans cet état d'esprit-là? Dans cet état d'esprit que non, bah, la bourse, je vais pas apprendre le français parce que demain, je vais rentrer. Je voulais pas aimer Paris parce que ça me faisait tellement peur d'attendre les gens qui disaient, bah oui, ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait 40 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et moi, chaque fois, je me disais, mais non, mais en fait, je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer là-bas parce qu'il y a un pays qui m'attend pour le construire, pour réaliser les rêves, en fait, qu'on a commencé la révolution. Et dès que je commençais à apprendre le français, j'ai commencé à dire, bah, c'est là aussi que on a commencé cette possibilité de dire, bah, non, pour moi, c'était. Là, c'est bon. La Syrie, ça commence à finir. Donc, il n'y a plus d'espoir. Bah, qu'est-ce que tu vas faire ici alors? C'est fini là-bas et j'ai plus la capacité d'aller ni en Turquie, ni en Irak, ni au Liban, ni en Jordanie. Donc, je suis bloqué ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Et c'est là que ça a commencé à changer les choses pour moi. C'est à parler le français, aller dans des cours de français gratuits à la mairie de Paris, euh,
toutes les associations autour pour apprendre le français petit à petit. Et après, quand je suis arrivé à un niveau A2, BA, c'est là que je commençais à chercher comment je peux intégrer l'université. Reprendre tes études. Parce Reprendre que mes tu nous études. disais, tu étais en 4e année de droit. C'est ça. Du coup, tu voulais finir, peut-être faire un master ici à Paris. C'est ça. L'idée, c'était de commencer à reprendre mes études. Et c'était un nouveau challenge, en fait. Une nouvelle galère, oui. Galère parce que chaque fois, j'ai réussi à la fin d'avoir une assistante sociale. Et chaque fois que j'allais la voir, moi, je faisais ça chaque mardi. Je vais aller, parce que j'ai appris que mardi matin, je peux aller sans rendez-vous. Chaque mardi, je vais aller la voir. Je me dis, bonjour, j'aimerais bien reprendre mes études supérieures. Et comment je peux faire? Et chaque mardi, il me donne la même réponse. Toi, tu es réfugié, tu n'as pas le droit d'aller à l'université, tu dois aller travailler. Chaque fois, il me dit ça, et moi, ça commençait à me déprimer. Mais pourquoi? Parce que je suis réfugié, je n'ai pas le droit de reprendre mes études. Et donc, finalement, tu réussis à reprendre tes études. Où est-ce que tu reprends tes études? Je voulais reprendre mes études pour devenir un avocat et défendre les personnes exilées ici en France. C'était ça plutôt, parce que je voyais la galère, la discrimination et les procédures longues. C'est devenu une obsession, en fait. C'est devenu chaque fois que je vois des amis, je parle comment je peux reprendre mes études. Chaque fois je vois quelqu'un, et donc dans une soirée, on était plusieurs personnes. Et là, tout le monde dit, mais on ne sait pas comment on va faire. Mais... Et là, soudain, il y a une personne qui parle arabe, français, qui me dit, ouais, pourquoi tu veux étudier? Moi, je dis, parce que ça m'intéresse et je veux vraiment avoir un diplôme en droit ici. Et là, il me dit, ok, je vais t'aider. Donc, cette personne, il commence à m'aider à regarder et tout ça. Il me fait une lettre de motivation, un CV, il regarde et il me dit, moi, j'ai jamais fait un CV, en fait. Il me dit, viens, on va le faire. Parle-moi de qu'est-ce que tu as fait, Donc, je lui dis, ce jour-là, cette année-là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et il me dit, mais quelle université tu veux? Pour moi, c'était Paris 8, parce que Paris 8, c'est l'université la plus solidaire avec des personnes exilées, les réfugiés, les nouveaux arrivants et tout. Et il me regarde et me dit, non, mais ton parcours, tes notes et tout ça, c'est mieux d'aller vers une autre université. De viser plus l'excellence, entre C'est ça. guillemets. Et là, il m'a dit, selon ce que je vois, c'est Paris 2, Assas. Et c'est toi, la française, c'est pas moi. Donc, vas-y, ce que tu fais, c'est OK. Ce que tu proposes, c'est OK pour moi. Et donc, 2 mois plus tard, je reçois un courrier que j'étais admis en droit à Paris 2, Assas. Et j'étais très content. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que à aucun moment il y a eu une structure qui t'a aidé à reprendre, à faire un CV, une lettre de motivation et à postuler à des masters, et que cette aide-là, elle t'est venue d'un particulier. Et est-ce que c'est ça, du coup, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour créer l'Union des étudiants exilés? C'était après première année d'études à Assas, avec tous les problèmes, difficultés, réussites et tout ça, avec d'autres personnes, on a décidé en fait de créer cet asso-là. Pourquoi? Parce que aussi c'était là en 2016 que la vague des personnes exilées qui arrivent en France, que ça commençait vraiment. Et là, on a dit, c'est le moment en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, on a réussi à avoir cet accès-là. On a un savoir-faire. Comment on peut aider les autres à le faire aussi et éviter toutes ces galères que nous, on a vécues pour avoir cet accès-là. Et c'est là on a commencé à faire Ça a commencé avec vraiment des posts Facebook. Bonjour, vous êtes intéressé à reprendre vos études supérieures et vous êtes à Paris. Nous, on sera à la manifestation des Syriens Châtelet. Si vous êtes intéressé, voilà le numéro de téléphone, voilà, et on sera dans ce café-là. Et nous, la première fois, il y avait 2 personnes qui sont venues. On a expliqué tout, comment ils peuvent le faire et tout ça. Deuxième samedi, il y avait 5. Troisième samedi, il y avait 10. Dernier samedi, quand on était dans le café, c'était le propriétaire du café qui est venu. Il nous dit, vous êtes interdit d'entrer.
parce qu'il y avait 100 personnes qui nous attendaient de rentrer et tout ça. Et c'est là qu'on ça a commencé, en fait, à chercher un peu de l'argent pour payer le café, chercher un local pour avoir Un endroit pour un accueillir endroit tous pour ces gens. accueillir pas seulement les samedis, mais à réfléchir d'autres jours. Et c'est là qu'on est devenu en 2018 une association. On était un collectif au début, donc on est devenu une association. Avec l'association, on a réussi à avoir un premier salarié qui était un des étudiants qui a réussi à son parcours et tout ça, qui est devenu salarié et qui a commencé à aider tous les gens 3 jours par semaine. Et petit à petit, on a eu le prix de France Engage en 2022. Donc ça nous a changé complètement et ça nous a donné aussi une légitimité énorme. Donc avec 300 euros au début, et là aujourd'hui, on est 18 salariés de structure dans 3 villes, Paris, Lille, et on soutient aussi une structure qui est à Grenoble pour un service civique pour accompagner les personnes exilées et tout ça. Aujourd'hui, du coup, l'UE a été fondée en 2018 comme association. Donc, ça fait 6 ans d'association. Est-ce que tu saurais donner un nombre de personnes accompagnées qui ont pu reprendre leurs études ou commencer d'ailleurs leurs études peut-être? Ben, en fait, nous, à Paris, au campus Condorcet, on reçoit chaque mois 250 à 300 personnes. Nouvelle demande. Nouvelles demandes qui ont envie de reprendre leurs études supérieures ou qui sentent des problèmes pendant leur parcours académique. Parce que nous, en fait, au début, on a commencé comme une association qui voulait juste aider les personnes à avoir un accès. Après, petit à petit, on a commencé à comprendre aussi, comme nous, comme nos parcours, en fait, qu'il y a tellement de problèmes pour réussir ce parcours-là. Le logement ou les autres problèmes, factures numériques, précarité, sécurité et tout ça aussi. Et, c'est des problèmes majeurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de trouver toutes ces solutions-là et en plus à les aider à avoir des étudiants francophones qui peuvent les aider à comprendre la méthodologie académique française, à avoir des notes. Moi, quand j'étais à Assas aussi, un des problèmes, c'était comment je peux Prendre des notes des prendre cours, des notes suivre des les cours. cours. Moi, le prof, il était en 5e paragraphe, je crois. Moi, j'étais en 3e phrase. Est-ce que c'était avec un T à la fin? Est-ce que c'est EX? Est-ce que c'est... Et tout ça. Donc, et chaque fois, j'essaie de regarder les collègues qui étaient à côté de moi, les camarades. Je regardais là comme ça, il diminue la luminosité de son ordinateur ou il tourne l'ordinateur comme ça. Alors, c'est peut-être le moment de faire une petite précision sur Assas, qui est une faculté parisienne qui a la réputation d'être une faculté de très à droite, qui forme notamment des juristes, des avocats dans des domaines qui sont plutôt considérés comme des domaines de droite. Est-ce que toi, tu peux nous parler des galères qu'on peut subir très concrètes en fait en tant qu'étudiant quand on maîtrise pas forcément la langue, quand on n'est peut-être pas blanc comme ses camarades? Est-ce que tu en as d'autres, des petites anecdotes plutôt que de baisser la luminosité de l'écran? À Assas, quand je suis arrivé à la fac, j'ai subi aussi une attaque des groupes, des GUD. À cette époque, ils étaient Le GUD, c'est un groupuscule d'extrême droite qui est revendiqué comme tel. en descendant aux toilettes. Je vois, il y a 4 étudiants qui me suivent depuis la journée et tout ça. Et ça, c'était vraiment, et ça fait 1 semaine, 2 semaines que le cours, ils sont commencés. Et, et donc, je vois que l'étudiant, hein, il vient, il court derrière moi. Je descends aux toilettes et ça ressemblait tellement à la situation en prison, en fait, quand on est arrivé en prison. Et moi, j'ai vécu pas mal en prison, donc je n'étais pas criminel, mais pour les activités politiques. Et, et donc, je vois que l'étudiant, il vient et moi, je fais semblant que je vais faire pipi, mais je garde tout. Et là, je vois qu'il vient, il essaie de me frapper sur mes fesses directement. Et moi, je me décale et je le prends. Et je vois les 3 autres aussi. Et je monte avec l'autre dans la hall. Et je lui dis, bah écoute, et j'avais tellement peur. Mais je dis, mais en fait, c'est le seul
soit je vais lâcher la fac, mais comme ça, je oublie mon rêve, soit je dois faire quelque chose. Et donc, je le prends comme ça et je lui dis, bah, écoute, en Syrie, on ne s'est pas frappé. La seule chose qu'on sait faire, c'est tuer. Donc, fais attention à toi et ne t'approche jamais à moi. Parce qu'en fait, en prison aussi, il y a tellement des gens qui vont te violer. Et quand tu avais 17 ans, tu es petit, tu es mignon et tout ça. Donc, il y a toutes ces choses qui vont arriver. Et avec plusieurs fois d'arrestations et tout ça, en fait, on sait gérer une situation dès qu'on arrive à un lieu et qu'on voit tout le monde qui va essayer de nous exploiter, de nous faire peur et tout ça. Soit tu vas arriver à t'imposer directement, soit c'est mort. Et donc, je le frappe aussi sur ses fesses et je pars. Je pars à la maison et j'appelle des amis. Je dis, bah, écoutez, je ne sais pas quoi faire. Il y a ça qui était passé. Donc, il y a mes amis qui viennent et ils me disent, bah, écoute, demain, on vient avec toi à la fac, on te ramène à la fac et tu continues ta vie normale. Parce que si tu ne vas pas demain, tu vas avoir tellement peur et tu ne vas plus jamais y aller. Le mieux, c'est d'y aller demain. Et après, le lendemain, ils m'ont accompagné jusqu'à la porte et je suis allé et je commençais à chercher cette personne que je lui ai parlé. Et là, je le vois dans l'amphithéâtre et je lui dis, bah, enchanté, moi c'est Rudy. En Syrie, nous, le meilleur ami, il devient après une bagarre quand on est petit et tout ça. Donc là, toi, maintenant, tu es mon meilleur ami. Tu veux pas, tu es mon meilleur ami. Parce que après cette bagarre-là, on est comme ça, on devient d'amis. Il me regarde comme ça, il me dit d'accord. Et c'était un petit 18 ans, tu vois. C'était un petit là qui. T'es là comme ça, tu dis ok, d'accord. Et donc, je commence à parler avec lui. Et tout le groupe de GUD, il devient mes amis, en fait. C'est mes amis, c'est les gens que je le connais, qu'on discute, on parle. On était d'accord qu'on ne va pas parler de la politique, on ne va pas parler de droits de l'homme. On parle juste des moments, des trucs. C'était des échanges anodins de la vie voilà, quotidienne. et c'est des gens que j'ai commencé à vraiment parler avec eux et tout. Rudy, on voit que tu as eu une expérience pas très facile à Assas, que tu n'étais pas forcément le bienvenu en tant qu'étudiant étranger. Nous, on a voulu savoir un peu ce qu'en pensaient les Parisiens et les Parisiennes, quels avis ils avaient un peu vis-à-vis des personnes exilées. Et on leur a demandé s'ils pensaient qu'il valait mieux protéger nos frontières ou au contraire renforcer l'aide aux personnes migrantes. Donc je vais te montrer la vidéo et puis tu nous diras ce que tu en penses. Renforcer l'aide pour les personnes migrantes, vraiment 100%. C'est quand même une honte qu'on ait un continent qui laisse des migrants mourir aux frontières et en Méditerranée. Oui, ce qui est sûr, la protection aux frontières, ça sert à rien. C'est comme mettre un pansement sur une plaie béante, ça va servir à rien. Mais le deuxième, c'est important de renforcer l'aide, mais il faut l'accompagner de... Pas qu'une aide matérielle, il faut renforcer même les moyens de pouvoir recevoir les gens, avoir des structures qui fonctionnent bien, une efficacité. Et ça, on n'a pas, mais dans tous les services en général en France. Et ça demande plus qu'une aide matérielle, je pense. J'irais les deux. Parce que y a tellement de cas particuliers et qu'il faudrait prendre à chacun, il faudrait traiter chaque cas bien comme il faut. Oui, je dirais les deux. Je pense que renforcer les frontières, ça ne règle pas le problème dans le sens où la migration, c'est le symptôme d'un problème plus large. La question serait plutôt de savoir pourquoi ces gens partent et du coup, plutôt renforcer les aides parce que les frontières, ça va pas régler le problème. Moi, je pense qu'il faut pas laisser les personnes qui ont besoin d'aide sans aide et que ce n'est pas humain de le faire. Il faut clairement qu'on répartisse les forces d'accueil. Je pense que ça peut pas être que à la Grèce ou que à l'Italie d'accueillir tout le monde, mais donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer dans l'accueil des personnes, mais c'est clair qu'il faut mieux les accueillir. De toute façon, elles vont venir, on ne pourra pas faire un mur, on ne pourra pas couper les frontières et quoi qu'il arrive, les personnes vont venir, donc il faut les accueillir dans la dignité, ça c'est sûr. En fait, je crois que c'est pour la nouvelle génération, c'est normal d'être solidaire et être dans l'empathie et dans l'accueil. Le problème, c'est plutôt la politique. Et
que le sujet de la migration il est devenu un sujet des élections et de l'utiliser comme un facteur, en fait, de ne pas présenter un programme économique, social, et donc à parler que de migrants qui viennent, veulent notre richesse et qui veulent notre emploi et tout ça. Et sans vraiment proposer des programmes qui peuvent aider à changer la vie des Français. Donc, est-ce que l'extrême droite, malheureusement, a réussi à mener vraiment la migration au corps de débat politique et public? Il y avait une réponse qui était intéressante dans le Vox Pop, qui était celle de la dernière fille qui s'exprimait, Gabrielle. Et elle dit que l'Italie et la Grèce ne peuvent pas être les seuls États européens à assurer l'accueil aux frontières. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe un peu, pourquoi ces deux États sont particulièrement sous pression migratoire? En fait, parce que c'est les premiers États qui reçoivent les personnes exilées depuis qu'ils traversent la Méditerranée. C'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est L'Espagne de plus en l'Espagne plus. aussi. Bah, avec le pacte qui a été adopté il y a environ 2 semaines, ça, Le pacte normalement, migratoire voilà, européen. ça est censé changer les choses pour créer un mécanisme de solidarité entre les pays européens pour distribuer les migrants qui arrivent. Là, ce qu'on voit avec l'Italie qui va les envoyer vers l'Albanie, hier, c'était l'Angleterre qui a Renvoyé adopté au Rwanda. au Rwanda. Il y a le Pays-Bas aussi et Suède qui sont en train de négocier, de voir s'il y a la possibilité d'envoyer aussi les migrants qui arrivent là-bas, vers le Rwanda aussi. Donc, le fait de externaliser les procédures, ça ne va pas décourager les personnes exilées. Parce qu'aujourd'hui, dans les différents règlements Dublin, quand on pose le pied sur le sol européen, pour la première fois, c'est ce pays-là qui doit se charger de l'asile. C'est ça, exactement. Et c'est le pays d'accueil, entre guillemets, de cette personne-là. Et donc, c'est normal qu'en Grèce et en Italie, on voit tellement de personnes qui arrivent parce que c'est les seules voies aussi d'accès en Europe, des voies illégales. Si on dit, bah, en fait, c'est les personnes qui prennent les bottes, les bateaux et tout ça pour arriver en Europe. Et c'est là qu'on voit le vrai problème aussi. Parce que avec le fait, comme j'étais en train de dire, d'interdire des personnes exilées à choisir le pays, à aller voir, à être à côté de la famille, ou choisir le pays où il y a la langue qui est plus proche, où c'est la même, ou aussi le travail, le fait de rêver et de construire un avenir pour lui, pour ses enfants et tout ça, parce que les personnes exilées, c'est pas qu'il fait une comparaison quel est le meilleur pays pour lui, mais plutôt comment et quand je peux avoir une meilleure vie aussi pour construire quelque chose ici, pour devenir un citoyen, participer dans la vie économique et sociale et politique, pourquoi pas ici de ce pays-là où il était accueilli. Donc le fait de durcir tout ça a créé la galère, bah, en fait on ne veut pas que cette personne-là elle l'intègre aussi. C'est-à-dire, imaginons qu'une personne qui est arrivée après 8 ans de galère totale, on dit d'accord, bah là, on va te donner le statut de réfugié. Et le lendemain, on va te demander d'aller travailler. En fait, on ne laisse pas se reposer, on ne traite pas le trauma de parcours migratoire, de trauma de son parcours de vie personnelle, tout ce qu'il a subi et tout ça. Des gens qui ont subi de violences sexuelles pendant leur parcours migratoire, de viols, de vols, de tout ce qui était passé, bah, on ne laisse pas traiter, on dit bah, allez, tiens, on t'a donné le statut, bah, il faut que tu t'intègres. Attendez, mais qu'est-ce que c'est l'intégration aussi? Le mot intégration aussi, c'est un mot hyper grand et on ne sait pas comment on peut Et puis même au sein de définir. l'Europe, chaque pays a sa propre définition de ce que ça veut dire s'intégrer. C'est ça, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, les pays européens, ils voient l'intégration, c'est à s'assimiler au pays. Sauf qu'en fait, on demande à une personne
qui est arrivé, qui est pas jeune, c'est-à-dire il arrive entre 18 ans et 35 ans, qui a envie de garder aussi ce qu'il a, De ne pas effacer son propre vécu. son propre vécu. Et là, on lui demande, non, tu oublies tout et tu deviens un Français. Un bon Français, c'est un bon Français, c'est lui qui mange le fromage et boit du vin. Ce qu'il a dit Pécresse. Pécresse, mais beaucoup de personnalités publiques. Voilà, et ça, en fait, oui, moi, je n'aime pas le fromage, donc Écoute, comment moi je non vais plus, et faire pourtant, je suis née en Comment France. je vais faire, en fait, il faut que je m'oblige à manger ce fromage-là, mais non, j'aime pas. Surtout le roquefort. C'est vrai que le roquefort, c'est pas évident. Pour revenir sur ce que tu disais sur le choix du pays, nous, en préparant cet épisode, on a demandé à notre communauté sur Instagram s'ils avaient des questions. Et il y en a une que j'ai retenue qui est pourquoi la plupart des migrants veulent aller en Angleterre. Et déjà, il faut savoir que le pays qui accueille le plus de réfugiés dans le monde, c'est pas du tout l'Angleterre, c'est la Turquie. Et justement parce que là-bas, il y a 5 millions de réfugiés et une majorité de Syriens, parce que c'est le pays qui est à côté et qui connaît la guerre depuis presque 10 ans maintenant. Et à l'échelle planétaire, les flux migratoires se font souvent au sein d'un même pays ou d'une même région. Et c'est ensuite, en dernier recours, que là, il y a un long voyage qui est entrepris, et donc parfois vers l'Europe. Et pourquoi l'Europe attire et pourquoi certains pays en particulier, c'est ce que tu disais déjà un peu tout à l'heure, c'est d'abord une question de regroupement familial. Tout au long du XXe siècle, l'Europe s'est développée grâce à de la main-d'œuvre étrangère. Et donc maintenant, il y a des communautés dans certains États. Et une enquête, par exemple, de 2015 du Secours catholique avait révélé que 38% des migrants de Calais avaient de la famille en Angleterre. Et donc, c'était leur raison principale pour vouloir émigrer là-bas. Il y a aussi des langues communes. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais parce que c'est une langue internationale, mais aussi parce que le Royaume-Uni a colonisé pas mal de pays. Et puis si les migrants continuent à vouloir entreprendre la traversée de la Manche, malgré, on en a parlé aussi, de mauvaises conditions d'accueil sur place, c'est qu'il y a beaucoup de personnes exilées qui mentent sur leur situation. Ils vont se retrouver dans une situation précaire et le cacher à leur famille pour ne pas les inquiéter. Et ils prennent aussi beaucoup sur eux pour envoyer de l'argent. En 2022, ces envois de fonds ont représenté plus de 600 milliards de dollars et c'est 3 fois plus que l'aide au développement mondial. Et moi, je voulais savoir si c'est quelque chose que tu avais pu faire auprès de ta famille quand tu t'es retrouvée dans des situations particulièrement difficiles, ne pas leur dire exactement ce qui se passait pour pas trop les inquiéter alors qu'eux étaient encore dans ton pays. Moi, pourquoi j'ai accepté la décision de quitter la Syrie? Parce qu'en fait, j'avais deux choix. Soit mourir, soit rester vivant. Et donc, j'ai choisi la vie. Et j'ai choisi la vie et je voulais aussi rentrer en Syrie un jour. Mais là, en fait, pourquoi on fait tout ça et on résiste aussi? C'est parce qu'on croit et on a cette énergie de croire qu'un jour, on va y arriver. Ton choix, c'est d'arriver à ce pays-là. Tu vas faire tout pour y arriver. Soit c'est la mort, soit c'est arriver. Parce que tu es déjà mort, en fait, aussi. Tu es déjà mort parce que tu as tout vendu, tu as tout perdu et tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Et quand tu arrives à avoir une tente, tu dis, cette tente-là, moi, je l'appelais le château. Parce que soit je l'accepte comme ça, soit je vais être pas bien. Et donc, non, c'est le château. Et la première fois aussi que j'ai réussi à avoir une petite chambre de 7 mètres carrés, et c'était la fête. Moi, je disais à tout le monde, c'est vraiment le château de Damas. Venez, on va s'amuser. C'est 7 mètres carrés. Pour moi, c'était vraiment un deuxième château que j'ai réussi à l'avoir. Donc, toutes ces conditions-là, ils ne vont pas nous empêcher à croire qu'on va y arriver, parce qu'on a vécu pire. Et ce que la France ou l'Europe il fait de nous faire galérer, ça ne va pas que nous renforcer, mais avec plus de haine. Justement, on a parlé tout à l'heure du Royaume-Uni, des Pays-Bas, mais il y a aussi l'Allemagne qui récemment a voté une loi qui facilite le renvoi des personnes
qui sont arrivés illégalement vers leur pays d'origine. La France est aussi dans ce cas-là. Est-ce que, après toutes ces lois qui sont majoritairement votées par des personnes de droite et d'extrême droite, on peut continuer à dire que l'Europe est une terre d'accueil ? Bah, l'Europe, elle n'était jamais un terre d'accueil. L'Europe n'était jamais le cas, en fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était parce qu'ils avaient besoin des travailleurs étrangers pour construire, parce qu'il n'y avait plus des hommes à travailler, à faire tout ce travail-là. Ils ont ouvert et à partir des années 70 et 80, ils ont commencé à contrôler parce que le travail il était fini. Donc, on ne peut pas dire que c'était c'est un terre d'accueil. Et l'accueil qu'il fait, c'est pas un accueil... c'est pas un accueil digne aussi, jusqu'à aujourd'hui. Regardez les camps des personnes exilées à la Porte de la Chapelle ou ailleurs dans toutes les zones. Regardez Ou des même aux associations. Frontières européennes, regardez là, Moria ou les autres îles. Aujourd'hui, les camps, c'est des prisons. On peut rester 2 ans et 3 ans et on ne peut plus quitter cette île-là parce qu'il n'y a aucune possibilité. Soit à repayer un autre passeur qui peut te ramener jusqu'à Athènes ou c'est impossible. Donc l'Europe, elle n'était jamais un terre d'accueil. C'était toujours, en fait, quand il y a des conflits dans les pays, c'est le pays voisin qui devient un terre d'accueil des conflits. Aujourd'hui, malheureusement, on voit les conflits qui sont arrivés aussi au port de l'Europe. Et c'est là que les Ukrainiens, ils sont arrivés. Mais même le mensonge de l'accueil des Ukrainiens, même en Europe et en France, surtout, si je parle de la situation française, c'est un mensonge. C'était un accueil citoyen, mais pas de la part de gouvernement. Donc, je peux dire que les Européens, ils ont un cœur de solidarité et d'accueil, mais la politique d'accueil, ce n'était jamais un vrai politique. Et justement, malgré toutes ces lois qui sont de plus en plus dures vis-à-vis de l'immigration, la France et le continent européen en général ne perdent pas en attractivité, et surtout pour les étudiants internationaux. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, en France, près d'1 étudiant sur 6 est étranger, et en 5 ans, ce nombre a grimpé de 17%. La première destination mondiale pour étudier, c'est pas la France, c'est les États-Unis. Mais en Europe, l'Allemagne se hisse à la 4e place et la France à la 6e place quand même. Lors des débats sur la loi immigration, on a pu entendre que les étudiants internationaux coûtaient trop cher. Sauf que d'après Campus France, en 2022, ils ont en fait rapporté 1,3 milliard d'euros au pays. Et il faut aussi savoir que ces étudiants internationaux payent cher leur cursus à la fac et à la fac publique. Les frais d'inscription s'élèvent à 2 770 € pour une licence et 3 770 € pour un master. C'est seulement 170 et 243 € pour les Français ou les jeunes qui viennent d'un pays membre de l'Union européenne. Et c'est pas tout, car pour obtenir un visa d'études, ils doivent justifier d'au moins 7 000 € sur leur compte en banque pour l'année scolaire. Et en Allemagne, ça monte jusqu'à 12 000 €. L'Union des étudiants exilés fait partie du Forum européen sur la migration. C'est une sorte de plateforme qui regroupe des membres de la société civile au sein des 27 États membres de l'UE et à l'intérieur de laquelle vous discutez des enjeux et des défis liés à l'immigration. Est-ce que, en tant que membre de ce forum, l'UEE, vous avez constaté qu'il y a des défis et des enjeux qui sont similaires dans tous les pays européens ? Oui. Avoir un accès à un compte bancaire, avoir accès à un logement digne, avoir accès au travail. Dans la phase de demande d'asile, beaucoup des pays européens, ils l'interdisent aussi, même en France. Je crois que le discours que nous, on attend de l'extrême droite, c'est le rêve que nous, on a envie de l'avoir. Accès à tous les aides et tout ça, c'est le rêve, mais c'est pas vrai. En réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a des lois qui restreignent tellement. Le fait de voir qu'il y a cette volonté de faire passer toutes ces idées dans une loi qui traite les personnes exilées de cette manière, qui les empêche à avancer dans leur vie, leur intégration et tout ça, l'extrême droite, elle a déjà gagné, malgré le fait qu'il n'ait pas encore gagné des élections ni arrivé à... Et justement, les élections européennes arrivent et tous les sondages prédisent une déferlante de l'extrême droite, à voir si ça se concrétisera dans les urnes, mais c'est un peu le discours latent et patent à l'échelle des 27 États membres.
Du coup, justement, du 6 au 9 juin prochain, les Européens et Européennes votent. Et on voulait te demander si toi, tu avais le pouvoir d'être un décideur européen. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour les droits des personnes exilées? Si moi j'avais ce pouvoir, ce baguette magique, pour moi ça va être vraiment de donner le droit de vote aux personnes exilées pour faire partir de tous ces débats-là aussi. Et c'est là en fait qu'on va voir les députés européens qui vont travailler beaucoup pour améliorer les conditions de vie des personnes exilées. On va voir les mairies qui vont être plus accueillantes en train de construire des centres, attribuer des logements sociaux pour les personnes exilées et tout ça. Comme quand on a donné le droit de vote aux femmes, par exemple. C'est ça exactement, qu'on va travailler beaucoup pour attirer donner une voix, finalement. voilà, et que ces personnes-là, ils vont arriver à aussi participer dans la vie politique et être dans le débat, mais pas d'une manière passive, mais plutôt positive et être en voie de changement. Merci beaucoup, Rudy. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous les deux. Ce podcast était présenté par Alice Rouja et Camille Sarrazin. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Enter et sur les plateformes d'écoute de RFI. On en profite pour dire un grand merci à RFI et à France 24 aussi pour nous laisser squatter ce studio. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à aller vous abonner à toutes nos plateformes. On est sur Insta, YouTube et TikTok.